Voilà, bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour vous présenter les résultats de l'étude que nous avons menée à la PFRH en partenariat avec l'INSEE, donc étude sur les grandes tendances de l'emploi public dans les Pays de la Loire. Séverine Bienassi, la directrice de la PFRH, fera une courte introduction pour vous rappeler un petit peu le contexte de cette étude que l'on a menée, pourquoi on a mené cette étude. Et puis ensuite, Isabelle Delhomme et Samuel Dehegère vous présenteront en avant-première, puisque l'étude sera publiée à midi aujourd'hui, quelques éléments permettant de décrypter cette étude sur l'emploi public. Donc, merci à tous d'être présents. Et puis, je passe tout de suite la parole à Séverine. Alors, démarrons en introduction par répondre à la question « Pourquoi une étude sur l'emploi public en Pays de la Loire ?» Alors, peut-être êtes-vous tous au courant, mais peut-être ne l'êtes-vous pas. Il s'avère que depuis 2 ans, à peu près 2 ans, 2-3 ans, il y a une grande stratégie nationale en matière d'attractivité, particulièrement des services de la fonction publique, qui est pilotée par la DGAFP, et qu'à ce titre, il y a une stratégie qui a été définie au niveau national visant effectivement à répondre à 4 enjeux prioritaires. Le premier, et ça fait l'objet de toutes nos attentions et de beaucoup d'écrits dans la presse depuis quelques mois, c'est bien entendu le sujet de l'attractivité de la fonction publique et de ses emplois, de ses missions et de ses emplois. C'est aussi des sujets qui ont trait en fait à la mobilité de l'ensemble de nos agents sur des bassins d'emploi spécifiques. C'est surtout la professionnalisation des agents en termes de compétences à la fois techniques inhérentes à leur métier, mais aussi transversales sur des savoir-être et des savoir-faire qui sont attendus sur de nombreux postes au sein de la fonction publique. Mais c'est aussi surtout toute cette stratégie autour de l'accompagnement des transformations. Alors, transformation de l'action publique, bien évidemment, transformation managériale, transformation des organisations, transformation des méthodes de travail. Je ne reviendrai pas effectivement sur tout ce contexte post-Covid que nous connaissons avec la mise en œuvre notamment du télétravail et bientôt peut-être aussi de la semaine de 4 jours. Accompagnement des transformations qui est finalement un sujet assez important puisqu'on reboucle avec ce sujet de l'attractivité de l'emploi public en lien avec les nouvelles attentes à la fois de nos collaborateurs déjà en poste, mais aussi potentiellement des futurs recrues qu'il faut aller chercher dans des viviers qui aujourd'hui ne sont pas forcément des viviers sur lesquels nous avons l'habitude de nous positionner. Donc cette stratégie nationale, l'idée c'était de la mettre en œuvre sur tous les territoires au plus près en fait des services. Et donc nous avons construit avec une nouvelle instance que nous avons créée qui s'appelle le comité des DRH de l'État, une feuille de route RH de l'État, donc des services de l'État, en lien sur le territoire des Pays de la Loire. Vous voyez ici la synthèse graphique de cette feuille de route qui, effectivement, a vocation à identifier un certain nombre d'actions très concrètes, en tout cas que nous avons voulu, avec le comité des DRH, très concrètes sur le territoire, des ambitions très matérialisées, très pragmatiques, en déclinant les 4 enjeux que je vous ai présentés précédemment. Alors, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup d'actions, beaucoup d'ambitions. Et donc, avec le comité des DRH, nous avons choisi pour l'année 2023 d'identifier 5 actions prioritaires que vous retrouvez sur ce graphique, identifiées avec une petite ampoule. 5 GT qui ont travaillé pendant toute l'année 2023. Le premier étant de repenser les fiches de poste. Vous savez tous qu'aujourd'hui, nous avons des fiches de poste qui sont quelque peu imbuvable, si vous permettez l'expression, ou en tout cas difficilement décryptable par des personnes qui ne sont pas spécialistes de nos domaines et de nos organisations. Et l'idée, c'est effectivement de rendre plus visibles et lisibles nos offres d'emploi. À ce titre, des outils ont été proposés de manière très concrète et sur ce GT, il a été créé en interministériel un kit pour les employeurs, pour les aider justement à rédiger une offre d'emploi lisible et visible, ainsi qu'un certain nombre d'annexes qui sont assez concrètes.
Le deuxième sujet, c'était de se dire que devenir recruteur aujourd'hui, c'est se professionnaliser parce que le monde a beaucoup changé et qu'il faut se douter d'outils un peu pertinents. Néanmoins, quand on recrute, il est difficile de devenir un professionnel. Et ce qui a été proposé, en fait, c'est de construire un vademecum, donc c'est-à-dire un court document qui fait une dizaine de pages et qui a vocation à concentrer la substantifique moelle nécessaire à un recruteur aujourd'hui dans le cadre de la mission de recrutement qu'il aura à conduire. Ce document fait bien sûr référence à l'ensemble de documents qui existent et qui sont très professionnels, mais on va dire que c'est le petit vademecum du recruteur pour les nuls. Le troisième sujet sur lequel nous avons travaillé concerne plutôt le périmètre de l'administration territoriale de l'État, avec un travail qui a été réalisé en local avec l'ensemble des services concernés sur la convergence des éléments constituant un dossier de candidature de contractuel au sein de la fonction publique d'État. Puisqu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, une personne qui, d'autant plus, ne connaît pas la culture fonction publique et ses difficultés en matière de convergence, ne comprenne pas qu'il n'utilise pas les mêmes documents, qu'il ne soit pas saisi sur les mêmes productions de justificatifs, qu'il soit au ministère de l'Intérieur, au ministère des Finances ou au ministère de la Transition écologique. À ce titre, un travail de fond a été conduit sur les processus tels qu'ils existent aujourd'hui et des propositions de convergence qui sont aujourd'hui remontées au niveau national et qui auront bien entendu vocation à pouvoir être étendues à l'ensemble de nos collègues en dehors de la région Pays de la Loire. Le quatrième groupe de travail a travaillé sur l'embarquement et le processus d'embarquement avec la mise en œuvre d'une fresque en fait et de points d'attention particuliers à l'embarquement, puisque une fois que nous avons réécrit notre recrutement, eh bien nous n'avons pas fini en tant que recruteur. Il y a un gros travail qui vise à embarquer notre nouveau collaborateur ou notre nouvelle collaboratrice et surtout à la fidéliser ou la fidéliser. Et à ce titre, nous avons collecté l'ensemble des actions nécessaires sur le terrain de manière très concrète, visant à aider le recruteur dans son embarquement. Et enfin, le dernier groupe de travail a travaillé sur la formation et un travail a été fait de manière collaborative et co-constructive avec l'ensemble des participants pour travailler sur un cahier des charges commun pour une formation commune, culture fonction publique, visant à identifier les éléments saillants en matière de fonction publique pour accueillir nos nouveaux collaborateurs. Voilà un petit peu, de manière très concrète, les 5 exemples que je peux vous donner qui sont très pragmatiques et qui maintenant ont été en fait diffusés auprès des services de l'État sur le territoire et qui ont vocation maintenant à aller jusqu'au recruteur, jusqu'au manager, jusqu'au dernier kilomètre au sein de ces services de manière à être le plus diffusé et le plus partagé possible. Nous aurons bien entendu des séquences de retex vis-à-vis de la mise en œuvre de ces outils avec les utilisateurs de manière à peut-être recaler des choses qui ont pu être identifiées en groupe de travail. Voilà un petit peu comment nous travaillons aujourd'hui. Alors ça, c'est la dimension au sein des services de l'État. Mais bien entendu, ce travail doit être conduit dans une dimension plus large qui est l'ensemble des services de la fonction publique, donc sur les 3 versants. On peut passer à la slide suivante. Et donc l'idée, c'est de dire notre sujet de fond, c'est la promotion de l'emploi public. On le voit au quotidien nous concernant. Donc pour 2024, nous avons identifié 2 priorités. La première, c'est de déployer les comités locaux de l'emploi public qui sont identifiés dans la stratégie nationale, qui sont en fait des comités interversants avec l'ensemble des acteurs de l'emploi public, tels France Travail, Mission Locale, APEC, École de services publics, etc., qui ont vocation à travailler ensemble sur la promotion de l'emploi public, sur des échelles territorialisées. Donc, en premier lieu, le département et pourquoi pas des bassins d'emploi spécifiques, c'est une opportunité. Le premier comité local de l'emploi public régional, qui a plutôt une vocation de pilotage pour ces CLEP, s'est réuni au mois de décembre et l'ambition portée par le préfet de région, c'est de dire que nous allons, en 2024, travailler à la déclinaison territorialisée de ces comités locaux de l'emploi public, visant d'une part à se faire rencontrer l'ensemble des acteurs qui doivent avoir une ambition pour 2024 d'identification d'une action portée collectivement ou d'un événement spécifique répondant à une ambition et un levier territorial qu'ils auront identifié.
Alors, pour faire en sorte d'aider en fait ces comités locaux, il était important de leur fournir de la matière. Je vous ai parlé de convergence tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je n'ai pas un bouton sur lequel je peux appuyer et qui me permet de sortir un certain nombre d'informations qui vont venir outiller ces comités locaux. Et donc, on a fait appel à un ami. Évidemment, on a joué notre carte appel à un ami. Et évidemment, nous nous sommes naturellement tournés vers l'INSEE, à qui on a confié effectivement la tenue de cette grande enquête. Alors, c'est un défi en soi et c'est un challenge, hein, puisque effectivement, la donnée n'est pas si facile à aller chercher et à traiter. Donc, je salue le travail qui a été fait par l'INSEE sur ces sujets. Et je passe la parole donc à nos collègues qui vont vous expliquer tous les tenants, les aboutissants de ce travail faramineux. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Du coup, donc c'est Samuel et moi qui avons travaillé sur le sujet. Donc, Samuel va commencer la présentation et puis je prendrai la suite après. Voilà, donc bonjour à tous. Je m'appelle Samuel Dehéger, je suis chargé d'études à la direction régionale des Pays de la Loire de l'INSEE. Et donc, nous allons revenir sur cette étude. Donc, le premier chapitre, ça va être une région plus faiblement administrée. Et donc, dans les messages importants, ce qu'on peut dire sur l'emploi public dans les Pays de la Loire, c'est que la dernière année connue, il y avait 274 500 salariés qui travaillent dans l'un des trois versions de la fonction publique. Donc, je vais vous détailler un petit peu la figure à côté qui permet de détailler un petit peu tout ça. Donc, ce qu'on voit sur cette figure, c'est que le versant où il y a le plus d'agents, c'est la fonction publique d'État, FPE. Il y a 38% des agents de la fonction publique d'État qui travaillent dans la fonction publique. Donc, si on décline à comment se répartissent ces fameux 38% de la fonction publique d'État, il y a une majorité qui travaille dans l'enseignement. C'est vraiment tous les enseignants, donc à la fois les enseignants publics, bien sûr, et aussi privés sous contrat. Il y a les services déconcentrés qui regroupent donc 27% des agents de la fonction publique d'État. Donc, on peut noter dans les services déconcentrés, il y a à la fois certains établissements dont le périmètre s'étend au-delà de la région, par exemple au sein du ministère des Affaires étrangères, de la justice ou alors encore les services des retraites de l'État, dont l'action s'étend au-delà des frontières de la région. Et il y a aussi les administrations centrales et opérateurs de l'État qui regroupent 19% des gens publics qui travaillent pour la fonction publique d'État. Donc ensuite, il y a la fonction publique territoriale, FPT, qui regroupe 37%, presque autant d'agents publics. Et si on regarde un petit peu comment se déclinent ces agents de la fonction publique territoriale, en fait, plus des 3/4 travaillent dans les collectivités à compétences communales, 76%. Il y a aussi 19% dans les départements et enfin 5% au sein de la région. Et enfin, donc, il reste la fonction publique hospitalière, FPH, 25% des agents publics. Et on voit que c'est surtout dans les hôpitaux, 85% des agents publics qui relèvent de la fonction publique hospitalière travaillent dans les hôpitaux. Et enfin, 15% au sein des établissements médico-sociaux. Voilà, pour avoir un peu une description de comment se répartissent tous les agents publics. Alors, maintenant, on va commencer à se comparer un petit peu aux autres régions. Donc, nous, on a un des titres importants qu'on a retenu, c'est une région plus faiblement administrée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que pour comparer les régions entre elles, on compte que les Pays de la Loire, ils comptent à peu près 60 emplois publics pour 1000 habitants en équivalent temps plein. Donc, équivalent temps plein, ça veut dire que si deux agents travaillent à mi-temps, ils seront comptabilisés dans ce calcul comme un seul agent. C'est pour ça qu'on dit équivalent temps plein. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se comparer avec les autres régions. Là, ce que nous voyons, c'est que la proportion d'emplois publics au regard de la taille de la population, en fait, est la plus faible de France de province. Donc, on a pris la France de province parce que l'Île-de-France, c'est un peu particulier, comme elle regroupe tous les grands ministères, elle est un petit peu à part. Donc, on se compare uniquement à toutes les autres régions françaises hors Île-de-France. Et en se comparant, on voit que donc, nous, on est à 60 emplois pour 1000 habitants. Dans les autres régions hors Île-de-France, ils sont à 66 emplois publics pour 1000 habitants. Donc, on voit qu'il y a par habitant moins d'emplois dans la région. Voilà, donc si on se compare par rapport aux autres, si on regarde les régions qui ont un volume d'emploi public à peu près comparable, on peut comparer par exemple avec la région Rhône-Alpes
ou Grand Est, à peu près 63 emplois, 63 ou 64 emplois pour 1000 habitants. Et par contre, si on regarde plus près de chez nous, en Bretagne, par exemple, il y a 67 emplois en équivalent temps plein pour 1000 habitants. Donc, ça permet de se situer un petit peu par rapport aux autres régions et de se rendre compte qu'il y a un déficit dans notre région par rapport à ça. Alors, ce qu'on voit, donc, il y a à la fois un écart assez important entre notre région et les autres régions de France. Et il y a aussi un taux d'administration qui est très variable sur les départements. Donc, ce qu'on appelle le taux d'administration, c'est bien le nombre d'emplois encore pour 1000 habitants. Donc, ce qu'on voit sur cette carte qui regroupe les 5 départements de la région, c'est que donc on voit que en Loire-Atlantique, le taux est un petit peu plus élevé, c'est notamment, comme c'est le chef-lieu de la région, il y a plus d'administration, l'université, voilà, certains établissements qui regroupent plus de personnel. Et puis, on voit par contre les taux sont très variables. Alors, notamment, ce qui est assez marquant, c'est le faible taux en Vendée, qui est beaucoup plus faible. Alors, c'est historique, c'est aussi lié au dynamisme aussi de l'emploi privé, qui est assez particulièrement fort en Vendée, et qui explique aussi ce résultat. Et si on voit aussi un autre résultat qui ressort, c'est le résultat en Mayenne. Donc, en Mayenne, c'est surtout une plus forte présence de la fonction publique hospitalière qui explique le résultat, le fait qu'il y a un petit peu plus d'emploi public pour 1000 habitants par rapport aux autres départements. Alors, ce qu'on voit aussi, on peut décliner un peu plus cet élément-là. Donc, le taux d'administration, il est variable selon le versant. Donc, là, on compare les 3 versants de la fonction publique. Et toujours pareil, donc on compare entre les Pays de la Loire, donc qui est dans la barre en bleu, et la France de province, toujours, qui est la barre en rouge. Ce qu'on peut voir, c'est les écarts, comment se déclinent les écarts avec la France de province sur les 3 versants. On voit que l'écart, il est notamment important dans la fonction publique d'État, où il y a un plus fort nombre d'emplois publics par habitant en province. On voit que l'écart est relativement faible dans la fonction publique hospitalière. Il y a toujours moins d'emplois pour les Pays de la Loire par rapport à la province, mais dans une moindre proportion. Et la fonction publique territoriale, c'est un petit peu intermédiaire. Il y a moins d'emplois publics également par habitant, mais dans une moindre mesure que la fonction publique d'État. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu en évolution comment évoluer cet élément-là. Donc, nous avons regardé sur 10 ans, entre 2011 et 2021. On voit, c'est que l'emploi public, il augmente à un rythme qui est très comparable à celui de la population. Donc, ça veut dire plus 0,6% par an en moyenne pour l'emploi public, contre 0,7% pour la population. Ce qui se passe, c'est que nous avions déjà fait ce calcul une dizaine d'années, et en fait, à ce moment-là, le taux d'emploi public était déjà plus faible dans la région par rapport à la France de province. En fait, ce qui se passe, c'est que l'évolution de l'emploi, des recrutements, maintient en fait cet écart, ce faible taux d'administration dans la région. Voilà, donc ça, c'était cette partie qui détaille, on va dire, de manière globale comment comparer l'emploi aux autres régions et où se situent les effectifs les plus importants. Donc maintenant, nous allons regarder un peu plus le profil de nos agents publics, et notamment une évolution importante des dernières années, c'est le recours accru aux contractuels. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une augmentation de la part des contractuels. En 10 ans, le recours contractuel a augmenté. En 10 ans, donc la part des contractuels, elle est passée de 12,2% à 16,9%, donc toujours en équivalent temps plein dans les Pays de la Loire. Ce qu'on peut rapprocher de la situation en France de province. On est passé de 12,9% à 17,1%. Donc voilà, on avait un petit peu moins de proportion de contractuels il y a 10 ans, et l'évolution est très comparable. Donc ouais, c'est très net, une évolution nette des profils des recrutements. On voit bien qu'il y a une importance accrue du volume de contractuels, effectif de contractuels maintenant, comme dans les autres régions de France. C'est vraiment une évolution très proche pour nous et les autres régions. Alors, si on regarde un petit peu où se trouvent ces contractuels, donc
qu'on peut voir, c'est qu'il y en a dans tous les versants, mais c'est la fonction publique hospitalière qui a le plus recours aux contractuels. Donc, c'est 20,7% des agents, donc plus d'un agent sur 5. 2,4% dans la fonction publique d'État. Donc ça, pour le coup, on a pris hors enseignant parce que c'est un profil très particulier. Et presque 15% pour la fonction publique. Alors, du coup, il y a une erreur, c'est la fonction publique territoriale. On a vu qu'il y a une erreur dans le diaporama, mais c'est bien 14,9% la fonction publique territoriale, excusez-nous. Et alors, et aussi, donc, il y a une particularité forte en termes de profil, c'est que tout versant confondu, 51% des contractuels sont de catégorie C. C'est vrai à la fois en Pays de la Loire comme en France de province. Et il y a aussi on peut aussi noter des différences par département. Notamment, c'est le cas, les contractuels de catégorie A sont nettement plus nombreux en Loire-Atlantique que dans les autres départements. Et c'est aussi vrai pour les catégories B. Il y a un peu plus de catégories B contractuelles en Loire-Atlantique que dans les autres départements. Un autre élément à noter. Alors, autre chose qui peut nous intéresser nettement, si on s'intéresse au profil par âge des agents publics et des enjeux à venir. Donc là, ce que vous avez à gauche, c'est la pyramide des âges, selon le statut d'emploi de la fonction publique. Donc, ce qu'on a en vert, c'est les effectifs de titulaires, les effectifs de femmes titulaires dans la fonction publique. Donc, en vert, ça, c'est les grandes barres comme ça en vert. Et le trait, donc les barres correspondent aux titulaires et la ligne ici, la courbe, elle correspond aux contractuels. Et de l'autre côté, donc en bleu, ce sont les hommes. Donc toujours pareil, les barres correspondent aux titulaires et la courbe correspond aux contractuels. Donc ce qui est vraiment très notable, c'est l'âge moyen des agents publics qui a nettement augmenté en 10 ans. Donc la part des agents titulaires de 55 ans ou plus est passée de 25% à 30%. Ça veut dire vraiment, on le voit bien sur la pyramide, en particulier pour les titulaires, un renouvellement des effectifs important à venir. On voit bien que les contractuels, ils ont un profil plus jeune, donc 31% ont moins de 35 ans et seulement 17% des contractuels ont 55 ans ou plus. Voilà. Donc, on voit qu'il y a outre l'âge, on voit qu'il y a plus de femmes dans nos agents publics que d'hommes. Donc, c'est notamment vrai, étant donné le poids des enseignants. On a vu que le poids des enseignants était élevé dans nos agents publics. Et il y a notamment beaucoup de femmes en enseignement. Mais même si on fait le calcul hors enseignants, ça reste aussi vrai. Les agents publics sont plus féminisés que la moyenne. Même si la majorité est un peu moins ample. Il y a un petit peu moins de... La proportion de femmes est un peu plus faible. Dans les autres éléments de profil de nos agents publics, on peut comparer les salaires. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que les salaires sont très proches des autres régions de province. Le salaire net médian, donc en équivalent temps plein, il est vraiment proche. On est à 2095 € contre 2100 €. Donc il y a vraiment 5 € par mois d'écart entre le salaire dans les Pays de la Loire par rapport aux autres régions. Donc c'est vraiment très très proche. Donc, ça veut dire que les agents publics ils gagnent 15,3 € net horaire en moyenne contre 14,7 € en moyenne pour les actifs de la région. Donc cette différence, ça s'explique vraiment par un effet de structure de l'économie ligérienne, notamment le fait que dans la région, il y a un peu plus de proportion de salariés assez peu rémunérés par rapport aux autres régions. Donc l'écart s'explique cet élément-là. Alors que dans la fonction publique, on va avoir davantage de cadres qui sont un peu plus rémunérés, notamment dans les administrations centrales. Je vais prendre la suite du coup. Oui, je t'en Alors, prie, à partir de là, on va regarder les mobilités des agents. Donc, on n'est plus sur des équivalents temps plein, on est vraiment sur les personnes. Une personne vaut pour un. Vas-y, tu peux passer. Donc, en 2021, il faut savoir que 89% des agents qui sont dans la région étaient déjà présents dans la région un an auparavant.
Donc, tout versant confondu, ça nous fait à peu près 243 140 agents qui étaient déjà présents et qui n'ont pas bougé. Les effectifs, ils peuvent être renouvelés soit par voie de concours, soit par mobilité géographique ou par les recrutements de contractuels. Et donc, si on regarde tous ces cas possibles, on est à 31 400 personnes qui ont intégré les effectifs de la fonction publique dans la région. Donc, c'est ce que montre le tableau. Alors, c'est peut-être un peu petit sur les écrans. Parallèlement, du fait des départs à la retraite et des mobilités géographiques sortantes de la région, et aussi de la fin des missions des contractuels, il y a 29 560 personnes qui quittent les effectifs de la région. Alors, je peux passer à la suivante. Donc, si on se focalise vraiment sur les mobilités géographiques, donc on voit que la région est attractive puisque les arrivées sont plus nombreuses que les départs. C'est en fait quelque chose qui est de toute façon général, que ce soit dans le public ou dans le privé, la région est très attractive. Donc on a toujours plus d'arrivées que de départs. Toutefois, voilà, comme vous pouvez voir les chiffres, on a eu 4100 arrivées dans la région pour 2830 départs. Donc ça, c'est des chiffres qui sont assez faibles par rapport aux effectifs totaux. Ça représente 1,7% des effectifs pour les arrivées et 1,2% pour les départs. Donc c'est vraiment une petite part des effectifs. Donc, si on se concentre maintenant sur les effectifs de la fonction publique d'État, donc toujours en enlevant les enseignants qui ont une mobilité à part par rapport aux autres agents, on a 1300 agents qui sont arrivés dans la région en 2021. Donc, la plus grande part arrive d'Île-de-France, c'est-à-dire 35% des arrivées. Et ensuite, de Bretagne pour 12% et de Nouvelle-Aquitaine pour 9% des arrivées. Parallèlement, on a 1020 agents de la fonction publique d'État qui ont quitté la région. Donc, pour des destinations qui sont les mêmes que les régions d'arrivée, on a 19% des agents qui sont partis, qui ont été en Île-de-France. 24% en Bretagne et 17% en Nouvelle-Aquitaine. Alors, à leur arrivée, les nouveaux Ligériens s'installent en majorité en Loire-Atlantique. C'est 53% des arrivées. Et ensuite, dans une moindre mesure, dans les autres départements de la région, c'est-à-dire pour 16% en Maine-et-Loire, pour 14% dans la Sarthe, pour 10% en Vendée et pour 7% en Mayenne. Et parallèlement, du coup, les sortants aussi quittent majoritairement la Loire-Atlantique. Ce sont 55% des départs et à peu près dans les mêmes proportions que les entrées. Les sorties des autres départements, c'est 16% en Maine-et-Loire, 15% dans la Sarthe, 6% en Vendée et 8% en Mayenne. Ensuite, donc, si on regarde un peu le profil des agents qui entrent et qui sortent dans la région, donc on a regardé par catégorie. Donc, ce qu'on voit, c'est que les mobilités géographiques concernent en premier lieu les agents de catégorie A et beaucoup moins les agents de catégorie C. Alors ça, ça montre surtout des logiques différentes sur les trajectoires des agents. On sait que les agents de catégorie A sont davantage incités à faire des mobilités géographiques. Donc là, si on regarde les chiffres, on est les agents de catégorie A, on est à 47% des arrivées et 46% des départs. Et les agents de catégorie B, 33% des arrivées, 36% des départs.
Et les catégories C, on est sur 19% des arrivées et 18% des départs. On a regardé aussi, par ailleurs, les âges des agents qui arrivent et qui partent. Et ce qu'on voit, c'est que la majorité des mobilités ont lieu entre 30 et 44 ans. C'est à cet âge-là qu'il y a le plus de mobilité géographique. Ils sont 45% à s'installer dans la région et 41% à la quitter. Donc, voilà pour les mobilités. Ensuite, on a cherché à exploiter les offres de postes qui sont publiées sur le site Choisir le service public pour voir un petit peu quels étaient les emplois les plus publiés et voir un petit peu, faire un petit état des lieux. Donc, en 2023, ce sont 19 260 offres d'emploi qui ont été publiées sur le site. Donc, pour avoir une idée, c'est à peu près 7 offres pour 100 emplois publics dans la région. Donc, c'est légèrement plus, on va dire, qu'en France de province, où ce sont 6 offres pour 100 emplois publics qui sont publiées. Alors, les offres se répartissent à peu près dans tous les départements de la région. Il y en a 37% en Loire-Atlantique, 18% en Maine-et-Loire, 18% également dans la Sarthe, 16% en Vendée et 11% en Mayenne. Donc, si on rapporte à l'emploi public qui existe déjà dans les départements, en fait, le nombre d'offres publiées varie de 5 offres pour 100 emplois publics en Maine-et-Loire et 9 offres pour 100 emplois publics en Mayenne. Donc, à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc après, on a regardé un petit peu les métiers qui étaient publiés sur ce site-là. Alors pour ça, on s'est davantage focalisé sur la fonction publique d'État. Alors juste quand même pour préciser avant, globalement, la majorité des offres concernent la catégorie C. C'est 6300 offres qui concernent la catégorie C qui sont publiées. Alors, il faut quand même aussi avoir en tête que sur ce site internet-là, il y a beaucoup des offres qui sont publiées, mais certaines administrations, notamment les collectivités territoriales, peuvent avoir d'autres réseaux de diffusion des offres en parallèle. Donc, c'est pour ça qu'après, pour les métiers aussi, on s'est focalisé sur la fonction publique d'État. Donc, dans la fonction publique d'État, ce sont 4250 offres qui ont été publiées en 2023, avec une répartition par grade qui ne correspond pas à la répartition classique des catégories, puisque à la répartition globale pour tout versant confondu, puisque là, on est à 47% des offres qui concernent la catégorie A, alors que avant, c'était plus la catégorie C dont je vous avais parlé. Concernant les métiers, donc ce qu'on constate, c'est que effectivement, les métiers les plus publiés concernent beaucoup le secrétariat, la gestion administrative et aussi également beaucoup d'offres publiées pour les enseignants et les chercheurs dans le supérieur. Voilà globalement ce qu'on a pu tirer de cette exploitation. Et l'exploitation de cette source-là, si on a, pour rebondir sur ce que Séverine a dit au début, certains intitulés de postes sont pas toujours évidents à comprendre qu'il y a derrière et on aurait voulu se comparer avec le privé, mais du coup, c'était pas réellement possible de se comparer avec les offres d'emploi dans le privé. Mais voilà. Donc, on a tenu le timing. Merci beaucoup Isabelle et Samuel pour cette présentation, alors qui reflète une partie des éléments que vous retrouverez
dans l'étude tout à l'heure. Alors peut-être, je n'ai pas vu de questions pour l'instant dans le chat, mais n'hésitez pas. Alors ça fait beaucoup de chiffres, hein, évidemment, beaucoup de données, beaucoup d'informations à intégrer. Vous n'avez pas forcément là non plus toute la déclinaison par département, mais c'est ce qu'a dit Séverine, ce sera l'intérêt des travaux, des réflexions qu'on mènera dans le cadre des comités locaux de l'emploi public dans les départements, et puis de vous permettre d'avoir accès à des données un peu plus territorialisées, etc. Mais peut-être avez-vous déjà des questions par rapport à ce qui vous a été présenté. N'hésitez pas, c'est vraiment là que vraiment les messages principaux de tout ce qu'on a mis dans l'étude qui fait 4 pages. Donc, si vous voulez approfondir un point, n'hésitez pas à poser des questions, poser vos remarques sur ce que... Je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire. Peut-être en attendant, préciser quand même que c'est un travail assez considérable, hein. On arrive là avec quelques chiffres, on a l'impression que ça a été du presse-bouton. Pas du tout, c'est un travail considérable qui se cache derrière, avec beaucoup d'informations qui sont un peu plus précises, effectivement, dans l'étude que vous découvrirez tout à l'heure. Là, c'est du vrai teasing, en fait, hein. On est sur cet aspect-là, avec les chiffres effectivement essentiels. Préciser aussi qu'on a choisi de tirer quelques fils, qu'en fait, l'idée n'était pas de faire aussi une analyse exhaustive avec des chiffres très, très, très précis. C'était vraiment les grandes tendances qu'on sentait et qu'on voulait confirmer ou infirmer de manière pragmatique et mathématique. Donc, merci beaucoup à tous les deux, hein, de nous confirmer ou nous montrer des choses qui nous paraissent un peu étonnantes. D'ailleurs, quand on a travaillé ensemble sur la préparation de cette étude, il y a des choses qui nous ont étonnés, qu'on a confirmées par les chiffres. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas effectivement à poser des questions sur des choses qui vous paraissent évidentes et confirmées, ou des choses qui vous paraissent un peu étonnantes et surprenantes. Précisez aussi que ça n'a pas été facile et un peu schizophrénique pour vous, parce qu'on navigue beaucoup entre l'interversant, la fonction publique d'État, est-ce qu'on met ou pas les enseignants, enfin voilà, donc c'est pas facile aussi de devoir travailler avec des choux et des carottes, comme on dit parfois quand on parle de chiffres, mais c'est important aussi de saisir ça, parce que juste une petite information, en Pays de la Loire, les agents qui travaillent pour l'État en service déconcentré, c'est 4 000 personnes. Le volume des enseignants, c'est 70 000. Donc, effectivement, si dans certaines recherches, on garde le volume des enseignants, mais en fait, on noie, entre guillemets, ce qu'on pourrait sentir au niveau du périmètre ATE. Donc, c'est vrai qu'on est toujours obligé de jongler entre les différents périmètres pour faire en sorte d'asseoir la pertinence, en fait, des informations qu'on va aller chercher. Voilà, je ferme cette parenthèse qui me paraissait importante. Et puis peut-être une précision aussi avant de passer à l'examen des questions, c'est que cette étude, la précédente datant de 2015, nous permet d'avoir un état des lieux, un diagnostic à l'heure actuelle, puisqu'on sait que en matière d'attractivité, les choses ont beaucoup évolué aussi au cours des dernières années, et donc ça nous permettra d'avoir des éléments actualisés à la date de 2020-2021 suivant les chiffres, et puis de venir peut-être plus régulièrement réinterroger ces chiffres pour mesurer les évolutions, notamment en matière d'attractivité, de mobilité, etc. Alors, peut-être si je peux relayer les questions. Donc, on a Bettina au rectorat qui demande une confirmation. 7 offres pour 100 emplois publics. Cela signifie que pour 100 emplois, 7 sont ouverts au recrutement. Alors là, je vais laisser les spécialistes répondre sur ces questions. En fait, là, l'idée, c'était de pouvoir comparer en fait ce que représentait le nombre d'offres publiées par rapport vraiment au volume d'emplois qui existent, notamment pour les départements, pour pouvoir les comparer entre eux. Donc, effectivement, c'est une moyenne, c'est-à-dire que vu le nombre d'offres publiées, on l'a rapporté au nombre d'emplois publics qui existent. Et donc, en gros, oui, ça veut dire ça. Ça veut dire que il y a 7 offres d'emploi qui sont publiées pour 100 emplois. Alors, c'est une moyenne après, donc c'est pas, on pointe pas du doigt exactement le poste de telle personne. C'est vraiment une moyenne pour pouvoir comparer entre les territoires. C'est vraiment ce qui a été publié au cours de l'année. Voilà, on a comparé.
Et puis, voilà, ça a ramené… Notamment, si je vous donne le volume du nombre d'offres en France de province et le volume d'offres dans les Pays de la Loire, vous verrez les chiffres, forcément, sont pas du tout comparables parce que c'est tellement énorme en France de province. Donc, c'est pour ça qu'on ramène ça à l'emploi public pour avoir un petit peu un point de comparaison. On a Samira qui nous demande est-ce que l'étude est plus détaillée sur les différences femmes-hommes, notamment en déclinaison par catégorie et par rémunération. Alors là, je réponds dans un premier temps et puis je vous laisserai compléter. Comme Séverine l'a dit, on n'a pas pu tout mettre dans cette étude. Vous verrez que ces études font toujours 4 pages. Hein. Donc l'idée, c'est d'aller sélectionner certaines informations. Et donc non, l'étude ne va pas plus loin sur cet éclairage femmes-hommes et par catégorie, par rémunération. Alors là, cette étude, non. Par contre, par ailleurs, on a déjà sorti des études sur la parité où il y a des éléments dans la fonction publique sur les différences femmes-hommes. Alors, pas forcément déclinés par catégorie ABC, mais en tout cas sur tout ce qui est niveau, plutôt les emplois de haut niveau, c'est-à-dire plutôt niveau directeur pour comparer s'il y a la parité à des niveaux plus élevés de décision. Généralement, c'est le jour 8 mars qu'on sort des choses sur la différence hommes-femmes. Donc ça, c'est une étude que vous avez faite et qui existe, c'est ça? Alors en fait, on en a plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait sorti une publication qui comparait notamment les personnes élues, femmes-hommes, pour voir s'il y avait parité ou pas. Et là, le 7 mars dernier, on a sorti un dossier sur la parité. Alors là, je ne sais pas s'il y a exactement des éléments sur la fonction publique, mais par contre, on en avait fait un autre il y a 2 ans auparavant. Là, on a mis des éléments, on a un encadré sur la fonction publique précisément. Toutes ces études, vous pouvez les retrouver sur INSEE.fr, mais je peux aussi envoyer les liens à Lise et Séverine pour les relayer. Oui, très bien, on pourra les transmettre ensuite aux participants. Donc ensuite, on a Jérôme qui demandait si on disposait d'une cartographie des métiers en tension sur la région, voire ventilée par département. Alors ça, effectivement, on aimerait en disposer. Malheureusement, les données telles qu'elles existent aujourd'hui dans Choisir le service public ne nous permettent pas d'établir une cartographie, en tout cas pas par un système de presse-bouton, puisque notamment le site Choisir le service public ne permet d'avoir des informations que sur les postes publiés et non pas sur les recrutements effectifs dans les services. Et c'est ça qui nous permettrait notamment d'avoir cette analyse sur les métiers en tension, puisqu'aujourd'hui, c'est une chose de savoir que on a peut-être un fort renouvellement qui induit un volume d'offres publiées important sur tel ou tel métier, mais derrière, on ne sait pas si le recrutement est allé au bout, s'est concrétisé, etc. Donc, voilà, mais ça peut faire partie, en revanche, de thématiques à explorer dans le cadre des comités locaux de l'emploi public. Absolument. Il faut quand même avoir en tête que cette première étude, c'est une première pierre et qu'effectivement, on ne peut pas avoir réponse à toutes les questions que se pose tout le monde sur la question de l'emploi public. L'idée, c'est d'apporter effectivement des premiers éléments qui vont nous éclairer et peut-être qu'effectivement, par département, dans le cadre des comités locaux de l'emploi public en interversant, des fils auront vocation à être tirés sur des questions particulières. On ne l'a pas précisé et pourtant, en général, je démarre cette introduction par ça, mais la question de l'attractivité de la fonction publique et tout le travail qu'on a mené sur la stratégie, on part de très loin. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, on a peu d'outils, on a peu d'éléments, tout est à construire. Donc, il faut pour l'instant, effectivement, identifier nos premiers chevaux de bataille
de manière un petit peu raisonnée, en fait. On ne peut pas tout faire en même temps, donc on va aller gratter petit à petit, politique des petits pas. Effectivement, voilà. Donc, je conçois qu'effectivement, on ait besoin de beaucoup de choses et qu'on ait envie de beaucoup de choses, mais c'est difficile d'étaler le chantier. Il y a énormément de choses à faire, donc il faut prioriser, effectivement. Et ça rejoint aussi une question de Valérie en lien avec la question de l'attractivité. A-t-on des chiffres sur le nombre de candidats par typologie de poste? Que constate-t-on en parallèle d'une baisse du nombre de candidats au concours? Le nombre de candidatures spontanées, vous avez eu la réponse. Effectivement, non, on n'a pas ces éléments. Mais encore une fois, si aujourd'hui, c'est un sujet prioritaire pour les employeurs publics locaux, en particulier d'un territoire, ça peut être une thématique à explorer, mais ça veut dire qu'il faudra que les employeurs publics soient en mesure de nous donner ces chiffres pour qu'on puisse ensuite les collecter, les synthétiser, etc. Donc, on voit que c'est un travail long et fastidieux, mais voilà, on sait que ce seraient des données intéressantes. Donc, à voir comment on travaillera sur ces sujets dans les mois et années à venir. Juste dire, pour préciser sur ce sujet des tensions. Alors nous, nos collègues ont fait une étude sur le champ privé, pour le coup, sur les tensions dans les salariés du privé. En fait, on sait que dans la région, on est une des régions où il y a le plus de tensions sur le marché du travail globalement, et notamment, alors c'est le champ privé, mais on cite leur étude, nous, dans notre publication. Et notamment, on sait que par exemple, comme un métier comme infirmier, par exemple, c'est un métier dans lequel il y a des fortes tensions pour le privé. Donc voilà, c'est aussi un élément de contexte à avoir en tête sur ce sujet-là. Si on peut avoir les mêmes indicateurs pour l'instant dans le public. Donc Anne-Sophie qui nous dit ensuite pour les offres d'emploi, 4250 relèvent de la fonction publique d'État, le gros du reste doit relever de la fonction publique territoriale, majoritairement en C. Effectivement, hein, c'est ce qui ressortait. Alors on l'a pas remis là dans la présentation. Et ça, en revanche, ce seront des données qu'on essaiera de donner département par département lorsqu'on travaillera au sein des comités locaux de l'emploi public. Donc, mais c'était effectivement un volume important représenté par la fonction publique territoriale, avec là aussi des interrogations qu'on a pu avoir sur est-ce qu'aujourd'hui, toutes les offres de la fonction publique territoriale sont publiées sur Choisir le service public. En principe, oui. Mais voilà, là, les réalités de terrain, lorsqu'on aura ces discussions, nous permettront peut-être aussi d'avoir des éclairages complémentaires. Alors, Cécile Joyot qui nous demande est-ce qu'il sera possible d'avoir une ventilation des postes voilà, sur Choisir le service public pour la FPT. Voilà, je viens d'y répondre également. Après, de mémoire, surprise, il y avait les métiers d'animateur périscolaire qui ressortaient énormément. J'avoue, j'ai plus le tableau en tête. Oui, dans le nombre d'offres publiées, effectivement. Ce qui est difficile, ça, c'est... Pardon, excuse-moi Samuel, je t'en prie. Non, c'est juste ce que je voulais dire. Ce qui est compliqué, c'est qu'on peut faire un volume, évidemment, d'animateurs, par exemple, qui est... Le défi, c'est de rapporter au nombre d'animateurs en poste, quoi. C'est de trouver le lien entre les chiffres qu'on a par métier dans Choisir le service public et de faire le lien avec les chiffres qu'on a sur notre base de données, sur tous les emplois publics. C'est pas facile de les rapprocher comme ça. Tout à fait. Peut-être préciser aussi. Ouais, moi, ce que je voulais préciser aussi, c'est que dans le cadre des CLEP, on va réfléchir effectivement à des choses qu'on a en commun. C'est-à-dire vraiment des enjeux communs, des leviers communs, des métiers communs, éventuellement réfléchir à comment est-ce qu'on fait des passerelles peut-être un petit peu plus visibles pour nos agents, pour leur offrir ça sur les bassins d'emploi. Ça va être vraiment le cœur du sujet des comités locaux d'emploi public. Ces CLEP n'ont pas vocation à travailler à la place des services sur des spécificités inhérentes à ses propres services. On voit qu'effectivement, dans la fonction publique d'État, on aura des questions très précises sur certains métiers qui d'ailleurs peut-être n'existent pas complètement côté fonction publique territoriale ou hospitalière. Et inversement, il y a des métiers, tu parlais des métiers d'animateur, qui aujourd'hui existent au sein de la fonction publique territoriale, qui n'existent pas au sein de la fonction publique d'État. L'idée, ça va être vraiment de travailler sur les communs
voilà, ça va pas l'idée en fait, on va pas venir à la place des stratégies déjà en place dans les services ou dans les établissements qui sont déjà en place sur certains métiers. Et d'autre part, et je précise pour la fonction publique d'État, il faudra venir s'inscrire sur des complémentarités aussi, sur des travaux qui sont déjà menés au niveau national. On sait par exemple au niveau national qu'il y a déjà des travaux qui sont menés sur certains métiers. Je pense en particulier à l'inspection du travail ou à l'inspection sanitaire en abattoir. L'idée n'est pas de venir se substituer, mais bien de venir en complémentarité. J'insiste beaucoup là-dessus parce que on ne pourra pas tout traiter et il faudra vraiment saisir les sujets sur lesquels on a un objectif et une ambition commune et qui vont nous servir à l'ensemble des trois versants de la fonction publique. Alors, je vois qu'on a une nouvelle question d'Anne-Sophie. Au-delà de cette étude et de la mise en place des CLEP, un observatoire régional est-il projeté via un groupe de travail? Alors aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais… Alors, ce n'est pas à l'ordre du jour parce que, effectivement, on n'a pas accès à l'ensemble de la donnée. Moi, je précise quand même que le travail d'Isabelle et de Samuel a quand même pris plusieurs mois. C'est beaucoup de travail et de travail acharné sur des données statiques. Je crois que dans le cadre d'un observatoire, on serait dans des données beaucoup plus dynamiques. Je pense que c'est… Alors, je ne suis pas statisticienne et je ne me permettrai pas d'avancer ces éléments, mais la mise en place d'un observatoire supposerait effectivement un gros travail de fiabilisation de la donnée, de détermination des ressources, et puis surtout, on serait plus dans une dynamique. Ça pourrait être intéressant, mais… on va au-delà. Et je précise qu'aujourd'hui, nous ne disposions pas au niveau des services de l'État d'un financement qui nous permettrait d'avoir cette ambition. Mais en tout cas, ça pourrait être un projet qui pourrait être porté si derrière, effectivement, on arrivait à trouver des éléments qui nous permettent de financer cette ambition. Mais je vous passe la parole peut-être au niveau d'INSEE. Alors, nous, on n'a pas l'expérience de la création des observatoires. Après, on participe souvent aux réunions avec des observatoires, notamment pour le côté expert en données et pour donner des conseils sur quelles données et comment les utiliser. Effectivement, moi, de ce que j'observe, c'est que ça demande des moyens et pour pouvoir récupérer de la donnée la plus fraîche possible, la vérifier et puis surtout l'exploiter après, en faire quelque chose. Ce qu'on publie de manière très macro, pardon, excusez-moi, ce qu'on publie juste pour terminer là-dessus, de manière très macro, on publie un chiffre tous les trimestres, une note de conjoncture de l'évolution de l'emploi public. Donc voilà, ça on sait est-ce que quelle est la tendance d'évolution des effectifs globaux, tout emploi public confondu. Ça, on publie tous les trimestres. Effectivement, ce n'est pas décliné de manière plus détaillée que ça. Peut-être préciser quand même ici, parce que nous avons beaucoup de collègues de la fonction publique territoriale qui sont connectés aujourd'hui, qu'on a déjà un gros enjeu au niveau de la fonction publique d'État en matière de convergence des données et de SIRH qui n'existe pas aujourd'hui et qui est une condition sine qua non d'une deuxième étape qui serait un partage de données avec nos collègues des autres versants. Enfin, pour moi, c'est vraiment une première étape indispensable avant d'envisager effectivement d'avoir un partage de données avec les collectivités territoriales et le cas échéant la fonction publique hospitalière. On a un gros enjeu au niveau de l'État en premier lieu sur ces sujets-là. Alors, j'ai l'impression qu'on a épuisé les questions qui ont été posées dans le chat. Je ne sais pas si vous avez… Alors, je vois que Anne-Sophie est en train d'écrire dans la discussion publique. On peut prendre une dernière question et puis sinon, on arrive de toute façon au terme de ce webinaire. Donc, on va à nouveau remercier nos collègues de l'INSEE pour… à la fois les données produites dans le cadre de l'étude, la pédagogie dont ils ont bien voulu nous faire part ce matin pour expliciter les thématiques et les données présentes dans cette étude. De toute façon, donc, on mettra à disposition les éléments de ce webinaire. On pourra aussi vous envoyer dans les jours à venir le lien direct vers l'étude, mais qui de toute façon sera accessible directement sur le site de l'INSEE, puisque toutes ces données, dès lors qu'elles font l'objet d'une étude, deviennent publiques
à partir de la publication, c'est-à-dire dans quelques minutes. Et voilà, donc on pourra vous envoyer l'ensemble de ces éléments. Merci beaucoup à tous et puis à bientôt. Merci aux participants. Bonne journée, au revoir. Au revoir.